L'idéal serait de mourir ensemble, peut-être, mais alors pas tout de suite, car on a envie d'écouter encore longtemps ces enfants du siècle dont la belle histoire amoureuse, familiale et militante a croisé l'histoire avec un grand H. Vous pouvez réagir sur notre hashtag DocuDébat. Bonjour Serge Klarsfeld. Bonjour. Bonjour, on vient de découvrir ces 52 minutes où en fait on rentre même dans l'intimité de votre couple avec Beate dans cette histoire absolument incroyable. Vous êtes toujours président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France. Qu'est-ce qui vous a conduit à accepter qu'on entre dans votre intimité à ce point ? Bon, tout simplement parce que on a mené une longue action et donc il est intéressant d'avoir un documentaire qui résume un peu ce que nous avons fait, puis qui montre le caractère de ce que nous avons fait ou la personnalité, c'est-à-dire à la fois familiale et aventureuse, et que donc au fond chacun peut le faire. Les gens doutent de leurs possibilités alors qu'ils peuvent mener une existence normale et en même temps s'engager politiquement. Ouais, donc vous diriez de votre vie que c'était d'abord un combat, c'était quelque chose de militant, ou pourquoi est-ce que vous avez fini par conduire en fait cette action qui a entaché finalement toutes les sphères de votre vie, et on voit qu'Arnaud, votre fils, reprend aussi un petit peu le flambeau? Non, notre existence a commencé tout à fait normalement, notre existence à deux, en tout cas, a commencé normalement, mais peut-être du fait que j'étais français juif, elle allemande non juive, les circonstances de la vie ont fait que nous avons été plongés dans une situation exceptionnelle qui a été le renvoi de Beate de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et à partir de là, nous qui n'étions pas du tout politisés, nous nous sommes engagés dans une action qui était au fond civique, de morale politique. Et puis nous avons continué parce que une fois qu'on est engagé, c'est très difficile quand on est compétent et quand on est eh bien, on est un peu isolé, eh bien, de ne pas continuer ce qu'on a fait, sachant qu'il y a peu de gens pour le faire à notre place. Ouais. Comment est-ce que vous avez perçu cet engagement de Beate à vos côtés, elle qui, comme vous le disiez, est allemande, protestante par sa famille, une famille qui a même, à l'époque, voté Hitler. Comment est-ce que vous donneriez une lecture à son action? Est-ce qu'elle a épousé la cause en plus d'épouser l'homme? C'est quand même assez particulier. Ben, c'est-à-dire que j'ai vu en elle tout de suite une Allemande qui était consciente de ses responsabilités d'Allemande. Et ce qui m'a plu, c'est qu'à l'époque, il y avait deux États allemands, et qu'elle se considérait comme une Allemande, une Allemande réunifiée, et qu'elle considérait qu'il fallait non pas se limiter à dire, à plaindre les victimes, mais également à faire des actes qui montraient que l'Allemagne changeait, ou que les Allemands changeaient. Et si les Allemands changent, eh bien l'Allemagne change aussi. C'est pourquoi elle est entrée à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et d'en être débarquée, mise à la porte parce qu'elle avait dénoncé la présence comme chancelier d'un ancien propagandiste nazi de haut niveau, eh bien, nous a projetés dans l'action. Une action, oui, que vous n'aviez pas prévue finalement. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Quand je me souviens de cette phrase que vous racontez dans le documentaire, que vous dites, c'est la seule femme au monde avec qui tu seras heureux, vous a dit une voyante. C'est ce que vous racontez. Oui, c'est la seule voyante que j'ai jamais consultée de ma vie avant notre mariage. Bon, on était au restaurant, elle a lu les lignes de la main, mais elle avait mis Beate de côté et elle m'a dit que on s'oppose à notre mariage et que c'est la seule femme au monde avec qui je pourrais être heureux. Alors, je vais vous poser une question un petit peu provocatrice, Serge Klarsfeld. Auriez-vous pu être plus heureux encore, finalement? Non, je pense pas vraiment. Quand je me retourne, je me dis que j'ai eu la plus belle vie que je pouvais avoir après la Shoah, je peux dire, parce que ma vocation d'historien, je l'ai
réalisé. L'action, on a mené une action qui n'a pas été inutile, au contraire. Et puis j'ai vécu avec la femme que j'aime, quoi. Donc, et on a eu des enfants, des chiens, des chats. Donc on a été très heureux, quoi. Donc je n'ai aucun regret, sinon peut-être de partir un jour et de laisser Béate, de laisser Béate seule, quoi. Ouais. C'est ce que vous dites de manière très touchante. Je suis un peu plus âgé, alors. Ouais. Elle dit « Je n'ai pas vécu pour rien » à la fin du film. Est-ce que vous diriez avec le recul que votre mission est accomplie et qu'il ne reste rien à accomplir encore ? Pour nous, il reste, enfin pas pour le reste du monde, il reste beaucoup à accomplir. Quand on partira, rien ne sera réglé, et puis les problèmes deviennent de plus en plus graves. Vous voyez, avec le climat, avec la surpopulation également. Il y avait déjà beaucoup de massacres avec 2 milliards de personnes, avec 7 milliards et peut-être demain avec 10 ou 15 milliards. Ouais. La vie humaine n'a pas beaucoup de prix, les passions politiques sont telles que on ne peut pas savoir. L'histoire est imprévisible, donc chaque génération a des tas de problèmes dramatiques et je ne peux pas dire, je ne peux pas être optimiste, je ne peux pas être pessimiste. Nous, à l'échelle humaine, c'est-à-dire avec la myopie qui fait qu'on peut voir à 20 ans ou 30 ans, eh bien, on fait ce qu'on peut, et puis après, après nous, le déluge. Oui. Ben justement, Beate Klarsfeld est actuellement au Burundi, car vous êtes devenu ambassadeur de l'UNESCO, et elle est actuellement au Burundi dans le cadre de la prévention d'un possible génocide. Finalement, on ne s'arrête jamais quand on est, comme vous, des activistes de la paix et de la mémoire. C'est vrai qu'on a accepté le poste d'ambassadeur honoraire et d'envoyé spécial ou de l'UNESCO pour l'éducation dans l'Holocauste et la prévention du génocide. Mais quand il y a menace de génocide, que faire ? On est à un poste où il faut démissionner ou bien il faut essayer de faire quelque chose. Donc d'y aller sur place, d'essayer de rencontrer des gens ou des associations ou des mouvements ou le gouvernement pour essayer de les convaincre de ne pas se laisser aller à la violence, de respecter la vie humaine, c'est mieux que d'écrire un article à Paris dans son bureau, tranquille. On vous voit extrêmement actif, notamment avec des jeunes gens que vous emmenez visiter le camp d'Auschwitz. Est-ce que la perpétuation de la mémoire, comme vous le faites aujourd'hui, est la seule manière, en fait, de ne pas retomber dans les travers que nous avons déjà connus ? Non, pas du tout. Je trouve que la mémoire est un rempart, mais c'est également un moyen d'éducation civique. Pour être armé contre les démagogues et les démagogues de régimes totalitaires. Mais la mémoire n'est pas du tout suffisante. S'il y a une crise politique, économique, sociale, eh bien la mémoire est un rempart qui s'effondrera. Moi, chaque fois que j'ai pu parler, ce que j'ai dit, c'est qu'on doit prier pour que nos dirigeants évitent les crises politiques et économiques surtout. Alors justement, on parle de mémoire et de capacité à éviter les crises. Vous avez mis en place le projet Aladdin, qu'on a découvert à la fin du documentaire d'Elisabeth Lanchner. Je voudrais qu'on réécoute les phrases que vous avez eues dans ce documentaire. Les choses que l'on entreprend maintenant, comme le projet Aladdin, c'est un travail de pionnier dont je ne connaîtrai pas l'issue. Nous sommes préoccupés par le fait que dans certaines parties du monde arabo-musulman, il y a une méconnaissance totale de la Shoah, et d'autre part qu'il y ait des œuvres comme celle d'Adolf Hitler ou les protocoles des sages de Sion qui ont beaucoup plus de succès que des œuvres qui ne sont pas dans les librairies. Or, c'est le thème même du projet Aladdin. La base, c'est de traduire des grandes œuvres historiques, documentaires, littéraires, qui fassent connaître ce qui s'est passé avec le peuple juif pour que de cette compréhension puisse naître un climat qui permette de rapprocher les peuples et d'amener la paix.
rapprocher les peuples et amener la paix. Quand vous nous parlez des protocoles, du protocole des sages de Sion ou de Mein Kampf, vous voyez que Mein Kampf est réédité depuis ce 1er janvier car il est tombé dans le domaine public. Qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, qu'il soit réédité en Allemagne sous forme d'édition critique ou même en France sous forme d'édition critique, je n'ai rien contre parce que c'est un livre qui a eu de l'importance dans l'histoire. Il faut l'expliquer, très bien expliquer comment il a et pourquoi il a été écrit, puis ce qui est advenu et les conséquences, mais des brûlots, c'est-à-dire des chapitres réécrits d'ailleurs, des éditions populaires où on lance des appels à la haine. Bon, cela c'est inadmissible, mais malheureusement, Hitler, pour certains, est un porte-drapeau et les passions politiques sont telles que, malheureusement, Hitler est publié depuis longtemps dans le monde arabe, alors qu'il y a peu de... il y a peu de livres sur la Shoah, des livres comme le journal d'Anne Frank. Comme si c'était un homme de Primo Levi. Oui, et puis il y a également une méconnaissance... de la tragédie elle-même. Non, du fait que les Juifs ont vécu dans les pays arabes et ont eu un rôle important dans la culture depuis des siècles et des millénaires même. Et tout cela, même les gens qui habitent Bagdad eh bien, ne savent pas le rôle qu'ont eu les Juifs aussi dans la libération de la colonisation en Égypte, au Maghreb et tout cela. Et donc, il faut un travail de fond. C'est pas suffisant, mais là aussi, c'est nécessaire. Là aussi, c'est perpétuer la mémoire finalement, mais face à un public qui est peut-être moins au courant de ces questions. Donc, oui, très peu au courant de ces questions et qui est réticent à vouloir l'entendre. Vous êtes un assez fin observateur de ce siècle, Serge Klarsfeld. Vous avez vu l'Europe se construire, vous avez vu les discours changer, l'amitié franco-allemande se construire, donc ce qui était inimaginable à l'époque où vous êtes né. J'aimerais vous entendre sur... on a vu ces dernières régionales porter le FN en premier parti de France, ou tout du moins premier parti dans les suffrages exprimés. Est-ce à dire qu'on risque de revivre des heures sombres qu'on pensait complètement révolues? Ah oui, c'est tout à fait possible. Alors comment vous l'expliquez? Le mécontentement des gens, quand il y a une crise, eh bien les gens sont fragiles et les gens vont vers les partis extrêmes. Le Parti communiste a quasiment disparu. Eh bien, les gens vont à l'extrême droite. Et puis, s'ils estiment que la droite classique a échoué, s'ils estiment que la gauche classique a échoué, eh bien, ils ont tendance à aller vers le troisième parti et à voter pour le Front National, ce qui est extrêmement dangereux. D'ailleurs, quand vous regardez l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, vous voyez qu'en 1928, il y avait la prospérité en Allemagne, il y avait 12 députés nazis. En 1930, il y a la crise, il y a 127 députés. Et en 1932, il y en a 286. Donc, les crises entraînent ces mutations électorales. Et c'est possible. Serge Klarsfeld, dans ce cas-là, à notre classe politique pour que cela ne se reproduise pas? Pour que cela ne se reproduise pas, normalement, les gens devraient être armés contre les démagogues, devraient avoir un esprit critique développé. Cet esprit critique, ils peuvent, disons, l'acquérir dans l'instruction, dans l'éducation nationale. Et également, ils peuvent, dans des mémoriaux comme celui du camp d'Émile ou au mémorial de la Shoah, ils peuvent voir comment les mouvements totalitaires arrivent au pouvoir. Mais si justement cette mémoire n'existe plus de ce que vous nous racontez, alors que la matière est là, qu'est-ce qu'on a raté?
Ah bah, si cette mémoire n'existe plus, elle existe en Elle France. existe, oui, En bien France, sûr. elle existe. 70% pratiquement du corps électoral n'est pas Front National. Et donc elle existe. Et il faut un Front républicain pour s'opposer. Si 70% des gens sont contre l'opinion de 30%, eh ben, ils doivent s'unir au second tour pour barrer la route au Front National. Moi, c'est ce que j'ai préconisé Oui, sans lors des cesse, dernières et régionales, oui. je me suis battu au régional pour que. Et vous avez euh, appelé à voter Xavier Bertrand et Christian Estrosi dès le premier tour en région PACA et Tout à fait, parce Nord-Pas-de-Calais, que Picardie. Mhm. l'essentiel n'est pas de penser à la réédition de Mein Kampf. Hein. L'essentiel, c'est de barrer la route du Front National. Hein. Mhm. Plus globalement, on voit que ce discours, en fait, a fini par complètement rattraper toute l'Europe. On le voit en Hongrie, on le voit peut-être aujourd'hui en Pologne. Oui. Est-ce à dire que l'Europe que vous avez vue se construire est en panne ou qu'elle est en danger ou même qu'on est en train de voir ici bientôt sa mort? L'Europe est en danger parce qu'il y a des mutations brusques, que les trop rapides, que les citoyens sont agressés ou se sentent agressés, qu'ils ont peur et qu'ils veulent conserver leur identité nationale. Ils voient tous les changements, les mutations et ils se réfugient là où les démagogues veulent les amener, c'est-à-dire dans un vote chauvin et un vote rétrograde, alors qu'ils doivent faire confiance aux partis classiques qui sont des Ils partis sont à la hauteur, qui ont selon des vous? faiblesses, Oui. qui ont des... Mais les partis classiques ont des faiblesses, mais la France de la Troisième République a donné le général de Gaulle après Albert Lebrun, et puis l'Angleterre qui était avec Chamberlain qui s'inclinait devant Hitler. Quand elle a vu qui était Hitler, eh bien, elle a donné sa chance à Winston Churchill. Donc les hommes apparaissent dans les crises, mais il vaut mieux que ce ne soient pas des crises violentes comme la guerre. Et il vaut mieux faire confiance aux partis classiques. Je crois que c'est véritablement la leçon. Il faut refuser sa voix aux partis démagogiques Et extrémistes et totalitaires. quand vous voyez Serge Klarsfeld, que les partis classiques reprennent le discours de partis démagogiques, on le voit depuis les attentats en France sur la question de la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français, qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut des mesures efficaces. Il y a des mesures efficaces qui sont prévues, et puis il y a une mesure qui est mal engagée parce que il peut y avoir création d'apatrides et que c'est contraire aux engagements internationaux de la France. Je ne sais pas comment le gouvernement va se sortir, par quel amendement. Mais ils trouveront toujours un amendement Vous qui croyez qu'ils permettra. n'iront pas au bout, que la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français, puisque c'est pas pour les apatrides, ce n'est pas pour les Français Il ne faut pas créer seuls? deux catégories Ouais. de Français. Je pense que cette déchéance, où elle s'appliquera à tout le monde, où on trouvera un moyen d'y échapper. En tout cas, C'est ce que vous souhaitez? les autres mesures sont Oui. des mesures raisonnables. Le pays est en guerre. Le président n'a cessé de le répéter, le Premier ministre aussi, à juste titre. La France est en guerre, une guerre qui ne ressemble pas trop à la dernière guerre et à la guerre précédente, mais quand même la France est en guerre. Quand la France est en guerre, eh bien il faut des mesures. Par exemple, moi je n'accepte pas, depuis plus d'un an, 2 ans au moins, je dis que les gens qui ont une fiche doivent être placés en résidence surveillée, que ce soit ou en rétention administrative ou bracelet électronique. Or tous les attentats depuis ont été commis par des terroristes qui étaient fichés. Eh bien, une démocratie ne doit pas trop attendre. Les démocraties, en général, attendent la dernière limite. Et quand la ligne rouge est franchie à plusieurs reprises, la ligne jaune ou rouge Il est faut franchie agir. à plusieurs Ouais. reprises, alors finalement, elle se décide à prendre les mesures qu'elle aurait pu prendre avant les drames.
Merci beaucoup Serge Klarsfeld d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ces questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez signé il y a quelques mois vos mémoires avec Béateux. Donc mémoires aux éditions Fayard Flammarion, ça se lit comme Enfin, c'est absolument passionnant, donc vraiment je le conseille à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous allons continuer sur le deuxième documentaire. Nous allons maintenant nous pencher sur un lieu bien connu des consommateurs que nous sommes, les centres commerciaux. La France détient le record de mètres carrés dédiés à ces temples de la consommation en Europe. Mais si des nouveaux malls, comme on les appelle, sortent de terre chaque année, notre portefeuille ne suit pas toujours. Ces 15 dernières années, notre consommation n'a augmenté que de 36%, alors que le parc des surfaces commerciales progresse de 60%. Résultat, des friches apparaissent un peu partout en France et cela inquiète les élus. Ces centres commerciaux, la grande illusion, un documentaire réalisé par Adrien Pinon et Elisabeth Bonnet. À tout à l'heure.